Bonjour Monsieur Urvoas. Bonjour. Votre actualité du jour, c'est bien sûr la réforme du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, vote des députés à 16 heures pour rendre la justice encore plus indépendante. Mais avant cela, je vous repose une question qui n'inspirait pas du tout Ségolène Royal hier à la même heure dans le studio. L'extrême droite a plus de 36% en Autriche, en tête au premier tour dimanche de la présidentielle. Est-ce que ça vous a surpris? Ça m'a navré. Et j'ai craint d'y voir une préfiguration française, parce que je crois que c'est un virus qui contamine toute l'Europe et qui nécessite naturellement que chacun œuvre pour que dans son domaine, il puisse lutter contre cette diffusion. Quelle leçon pour la présidentielle l'an prochain? Il faut limiter le nombre de candidatures pour Non, freiner... il faut tenir un langage de vérité pour dire ce contre quoi nous combattons et les moyens que nous utilisons dans les domaines. Moi, dans celui de la justice, j'agis pour que, vous l'avez rappelé, cet après-midi, l'Assemblée nationale va avoir à se prononcer sur un vote historique. Il ne faut pas se cacher derrière des mots, c'est quelque chose de décisif. On va y revenir. Mais je crois que dans ce domaine, la justice est un élément important pour lutter contre le populisme, parce que vous savez, il y a 4 millions de Français qui vont tous les ans dans des tribunaux. Aucun n'y va par plaisir. Et aujourd'hui, ils ne sont pas bien traités, parce que la justice ne se rend pas dans des bonnes conditions. Et donc, du coup, on peut avoir, quand on a une attente comme ça de besoin de justice, on peut avoir cette réaction sur le thème « personne ne s'occupe de moi, je ne suis pas protégé ». On devrait rentrer dans les palais de justice en étant protégé, on y rentre en étant inquiet. Donc moi, pour lutter contre le populisme, je fais en sorte que la justice fonctionne mieux. À chaque jour qui passe, sa candidature à la présidentielle, c'était Ramayad la semaine dernière, et ce matin, c'est un Breton comme vous, ex-bonnet rouge, Christian Troadec, maire de Carhaix, qui se lance. Est-ce que vous lui souhaitez bonne chance ou est-ce que vous dites qu'il y a des candidatures de trop? Il y a des candidatures de trop, je ne sais pas. Ce sont les parrains qui vont le décider, puisqu'il faut 500 signatures pour autoriser une présentation à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est une élection décisive. C'est le choix du président de la République. Ce n'est pas un moment où on expose des idées dans l'intention simplement de valoriser tel ou tel comportement. Christian Troadec, depuis que je le connais, il est candidat à peu près à toutes les élections. Donc je lui souhaite naturellement bonne chance, mais je ne crois pas un instant qu'il sera vraiment candidat. On ne vous a pas entendu chanter, vous, et haut la gauche, hier à la faculté de médecine de Paris. Vous n'étiez pas invité par Stéphane Le Foll et ses amis du gouvernement? Non, je n'étais pas invité, mais je crois que je n'étais pas le seul invité. Il y avait un certain nombre de ministres d'irrégaliens qui n'avaient pas été invités. Ça n'a d'ailleurs pas empêché le fait que cette réunion était utile, parce que je suis de ceux qui pensent que la droite et la gauche, ce n'est pas la même chose, et notamment dans le domaine du vote de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il manquait aussi le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui était notamment en déplacement. Comment ça se passe, vous qui êtes au Conseil des ministres? Vous savez que ça nous intéresse. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'étais persuadé qu'en venant à votre micro, vous me poseriez une question sur Emmanuel Macron. Et je n'ai pas envie de répondre, parce que mon métier, ce n'est pas de commenter l'action des autres ministres. Mon métier, je n'ai pas été nommé ministre pour commenter. J'ai été nommé ministre pour agir, et agir dans un domaine qui en a besoin. Alors votre métier, c'est le CSM, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, vote à 16 heures à l'Assemblée. Vous avez peut-être entendu le reportage de Yannick Falt tout à l'heure dans le journal de 7h30. La droite va voter contre. Alors pourquoi continuer à persévérer, à se dire qu'on peut aller à un congrès à Versailles? C'est faux suspense en fait. Parce que je ne crois pas un instant que la droite puisse à ce point se contredire. Parce que le texte que je propose cet après-midi n'est pas un texte de compromis. On dit toujours beaucoup sur... Là, je propose un texte de consensus, puisque ce texte a déjà été voté. Il a été voté par la droite au Sénat en 2013. Tous les sénateurs de droite, pas un, pas deux, pas trois, tous les sénateurs de droite, Gérard Larcher en tête, Bruno Retailleau en tête, ont voté ce texte. Et ce texte a été voté par la droite en 1998. Christian Jacob, qui dit aujourd'hui qu'il va voter contre. Bernard Accoyer, Patrick Devedjian, en 1998, ils votaient pour ce texte. Pour une raison très simple, c'est que je pense que dans ce pays, il y a une majorité de parlementaires qui sont soucieux de l'indépendance de la justice. Et donc je ne vois pas pourquoi, au moment où Alain Juppé, dans son ouvrage, parce que Alain Juppé est candidat, dit « il faut l'indépendance de la justice, il faut supprimer la possibilité pour le garde des Sceaux de s'émanciper des suggestions du Conseil supérieur de la magistrature ». Tout le monde le dit. Et au moment où le président de la République nous dit « faites-le », certains reculeraient. Cela voudrait dire qu'ils sont contre l'indépendance de la justice? Oui, mais le 30 mars, le président a dit le débat constitutionnel est clos après l'échec sur la réforme de la protection de la nation, état d'urgence. Il l'avait dit sur le texte dit de protection de la nation, mais le texte que je défends cet après-midi est un texte qui a été déposé en 2013 et qui a suivi un processus heurté, parce qu'il y a évidemment des adaptations qui se font en fonction de l'agenda parlementaire. L'ancien président de la commission des lois peut en témoigner. Le gouvernement ne fait pas toujours ce qu'il veut, le Parlement a aussi son mot à dire. Mais les 3/5 paraissent hors d'atteinte. Parlons-en ce soir. On en parlera ce soir, mais qu'est-ce que vous voulez montrer? Que la droite
c'est la plus bête du monde, c'est quoi? Je veux montrer que quand on dit qu'on est favorable à l'indépendance de la justice et qu'on ne vote pas ce texte, alors, et c'est ce que Christian Jacob dit aujourd'hui dans le Figaro, il dit la phrase « Je souhaite maintenir les liens organiques entre la chancellerie et le parquet ». Disons autrement, on veut caporaliser le parquet, c'est-à-dire qu'on est nostalgique d'une justice aux ordres. Cela veut dire que Christian Jacob veut choisir les juges qui plaisent au pouvoir politique. Je ne crois pas que ça soit l'intérêt des justiciables. Ils sont pas tous fermés à droite. Éric Ciotti dit, moi je suis d'accord, mais à condition que vous interdisiez le syndicalisme dans la magistrature. Oui, je l'ai entendu dire ça dans le débat que nous avons eu. D'abord, il sait pertinemment que ce ne serait pas constitutionnel, que ce serait en plus pas conventionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis surtout, Éric Ciotti, au nom de cet argument, devrait interdire les juges prud'homaux, parce que par définition, un juge d'un conseil de prud'homme est syndiqué. Il devrait interdire les cours d'assises, puisque dans les cours d'assises, il y a des citoyens, certains d'entre eux sont syndiqués. Je vais vous dire même plus que ça. J'espère que les juges ont des idées politiques, j'espère même qu'ils vont voter. Simplement, quand ils revêtent leur robe, ils deviennent impartiaux, parce que c'est justement la déontologie qui les caractérise. Question de Guy Birnbaum. Vous parliez de justice aux ordres, vous savez qu'il y a des bouquins qui sortent dans lesquels on voit que sous la gauche, la justice apparemment tient aussi à informer le pouvoir politique des enquêtes en cours, notamment sur Nicolas Sarkozy. J'ai lu ça, et franchement, c'est une méconnaissance absolue de la loi. Depuis 2013, les gardes des Sceaux, et donc ceux qui travaillent sur leurs responsabilités, n'ont pas le droit de donner des indications précises. Donc vous démentez ces informations? Je dément le fait que des services du ministère informeraient quiconque d'éléments qu'ils n'ont pas à connaître. L'état d'urgence, on en parle maintenant, encore prolongé de 2 mois à partir du 26 mai. C'est Manuel Valls qui l'a confirmé à ce micro la semaine dernière. Et voilà ce que vous disiez le 20 janvier dernier à l'Assemblée, pas comme ministre, mais comme président de la commission des lois. Je souhaite donc que nous puissions sortir de l'état d'urgence le moment venu. Arrêter l'état d'urgence ne sera pas synonyme d'une moindre protection des Français, puisque l'essentiel de l'intérêt que nous pouvions attendre des mesures dérogatoires me semble à présent derrière nous. Voilà, derrière nous, c'était le 20 janvier. Ça va, c'est pas trop dur à gérer comme contradiction? Non, c'est pas une contradiction, c'est une changement d'axe. Quand j'ai tenu ces propos, j'étais contrôleur de l'état d'urgence. C'est-à-dire que j'avais demandé au Parlement de me donner les pouvoirs, avec Jean-Frédéric Poisson, député UMP, enfin député des Républicains, les moyens de s'assurer que les pouvoirs exorbitants de droit commun que nous avions donnés à l'exécutif étaient bien utilisés. Et j'avais dit à la tribune de l'Assemblée nationale que l'état d'urgence ne se conçoit que par son obsolescence programmée. Avec les éléments que j'avais, j'ai dit que je pensais que l'essentiel était derrière nous. Le gouvernement auquel j'appartiens, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, ont considéré qu'au regard des éléments dont ils disposent, eux, mais que je n'ai pas à connaître, la menace était aujourd'hui avérée et justifiait la prolongation. Et alors qu'on est en plein état d'urgence et que les enquêteurs judiciaires ont besoin de matériel performant pour réaliser des écoutes, eh bien la Cour des comptes se fâche. Le système actuel est inefficace, coûteux, dit-elle, 1 milliard d'euros dépensés en 10 ans. Jean-Jacques Urvoas, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le logiciel utilisé ne permet pas d'écouter tous les opérateurs téléphoniques? Ça paraît aberrant. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Moi, je suis toujours très rassuré quand la Cour des comptes se mêle d'un sujet. On parle de quoi? On parle de la plateforme nationale des interceptions judiciaires, c'est-à-dire une décision qui a été prise en 2004, qui est appliquée depuis 2009, mais qui ne couvre pas la totalité du territoire, puisque seul 1/3 pour le moment du territoire est couvert par la PNIJ. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de centralisation, c'est-à-dire que c'est un outil de probité des enquêtes. Comme on peut centraliser les enquêtes, on peut même garantir leur contrôle. Comment ça se passe avant? Chaque année, l'État verse 55 millions d'euros à des prestataires privés pour pratiquer les interceptions judiciaires. Et donc l'État a très justement décidé, arrêtons de verser 55 millions par an, centralisons. Alors, et le fait est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un contrat qui a été passé, et c'est vrai que cet outil a coûté pour le moment 100 millions. Mais 100 millions, c'est ce que nous aurions versé en 2 ans. Or là, nous faisons un investissement sur le tiers du territoire. Les enquêteurs qui hier demandaient pendant plus de 5 semaines un renseignement avec les prestataires privés, ils l'ont maintenant en 10 minutes. Donc oui, l'outil est efficace. Oui, l'outil a besoin d'être déployé sur la totalité du territoire, mais il a connu des difficultés techniques. Il y a des défaillances. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a lancé un audit depuis ce référé, enfin cette décision de la Cour des comptes, cette observation de la Cour des comptes, pour que nous puissions rectifier. Monsieur Urvoas, chaque pays bien sûr est souverain, mais votre regard quand même de ministre de la Justice sur le procès d'Antoine Deltour, aujourd'hui plus 2 autres d'ailleurs, dont un journaliste, est-ce que ces gens ont affaire devant un tribunal? Est-ce qu'un lanceur d'alerte doit finir devant un tribunal? Madame, je
j'ai un principe de base, c'est que dans la responsabilité qui est la mienne, je ne fais pas de commentaires sur l'activité de la justice quand elle a justement des audiences. Alors, certes, la justice luxembourgeoise, mais d'une manière générale, est-ce qu'un lanceur d'alerte a affaire devant un tribunal, selon vous? Le lanceur d'alerte est un sujet nouveau en droit. Et Michel Sapin, qui défendra dans quelques semaines un texte à l'Assemblée nationale, prévoit justement un statut des lanceurs d'alerte, parce que ce n'est pas une situation facile entre quelqu'un qui aurait l'intention de nuire à une entreprise et quelqu'un qui se sent citoyen et qui donc a besoin justement d'alerter sur des dysfonctionnements. C'est pas pareil, mais le discernement est quelque chose de difficile, et de périmétrer dans une loi dont je fus le rapporteur, la loi sur le renseignement. Nous avions créé un statut des lanceurs d'alerte pour qu'à l'intérieur des services, un fonctionnaire qui avait des informations puisse les divulguer s'ils avaient le sentiment justement que c'était dévoyer l'outil. Et je crois que c'est utile pour la société, mais il faut permettre qu'il y ait du temps pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans un domaine très nouveau. Je reviens au terrorisme, monsieur le garde des Sceaux. Est-ce que vous avez des nouvelles de monsieur Abdeslam qui devraient nous être remis? Non. Et je vais vous dire en plus très sincèrement, si j'en avais, je ne vous le dirais pas. Voilà. Comme garde des Sceaux, vous gérez les prisons, c'est votre plus gros poste budgétaire, et un surveillant sur 4 quitte son poste au bout de 3 ans, métier difficile. Est-ce que c'est pour calmer aussi leur grogne aux surveillants que vous autorisez à nouveau les fouilles à nu des détenus? Alors, 2 choses, comme toujours dans vos questions, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à répondre avec précision, parce que vous mettez plein de sujets en même temps. D'abord, les fouilles à nu n'ont jamais été interdites. Jamais. Elles existent dans la loi. Simplement, je propose, c'est une proposition, ce n'est pas encore une décision, puisque c'est un texte qui va devenir dans l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a déjà été voté par le Sénat, qui va dans la commission mixte paritaire le 11 mai. Qu'est-ce que je propose? Je propose aujourd'hui que nous puissions renforcer la protection des personnels qui sont en détention en réduisant le risque de faire pénétrer dans les établissements des éléments qui n'ont rien à y faire. Il y a eu l'année dernière en prison 4000 agressions sur les surveillants. Il y a eu l'année dernière en prison 30 000 téléphones portables qui ont été saisis. Il y a eu l'année dernière en prison 1400 armes qui ont été saisies. Donc il y a un certain nombre d'outils à la disposition des personnels de surveillance. Les fouilles que je propose de modifier, qu'est-ce qu'elles vont changer? Elles étaient permises, elles étaient autorisées. Simplement, elles étaient individualisées. Et donc du coup, elles étaient mal utilisées. Moi, je propose que demain, il puisse y avoir des lieux qui soit fouillé. Aujourd'hui, la fouille est prévisible. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est à l'extérieur de la détention. Les familles les plus fragiles subissent des pressions, ce qui fait qu'elles demandent à ne plus venir voir ceux qui sont en détention. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui refusent d'aller dans les parloirs parce qu'elles craignent la pression qui est mise sur elles. Moi, je propose un outil qui, à la fois, garantisse les conditions de travail des personnels, parce que oui, je suis sensible à la situation des personnels, et en même temps, je propose un texte qui est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Comme parlementaire de l'opposition, vous étiez contre? J'étais contre les fouilles généralisées, disproportionnées. L'amendement que je propose respecte la jurisprudence de la Cour, et je suis prêt d'ailleurs à le démontrer à qui voudra.